Oui, donc je vais essayer de revenir un peu sur le débat qui émanait de la fin de la dernière table ronde, c'est-à-dire est-ce que l'économie sociale et solidaire, c'est une niche ou est-ce que c'est un levier? Parce qu'effectivement, si c'est pour faire du capitalisme sans moyens, l'intérêt est relativement limité. Et ça a été repris ensuite avec force par Francine Bavet et par Christiane Bouchard. Il s'agit bien d'un modèle de développement, hein. Alors la question qui se pose à l'évidence quand on entend tout ce qu'on a entendu cet après-midi, et vous devez commencer peut-être à fatiguer de ce point de vue-là, donc je vais essayer d'être court, c'est comment se fait-il qu'on a maintenant une vraie importance quantitative du champ, hein, puisque si on prend les associations par exemple, c'est un des secteurs qui est le plus créateur d'emplois depuis la décennie 80-90. Donc sur le plan quantitatif, ça progresse. Et on a toujours des difficultés de reconnaissance à différents niveaux, vous l'avez mentionné, par exemple dans les pratiques des collectivités publiques pour qu'on puisse véritablement avoir des manières de s'adresser à ce secteur qui soient appropriées. Ça continue à être un secteur qui est enclavé dans les représentations. Et je crois qu'il faut réfléchir à ça aussi. En tout cas, c'est là-dessus que je voudrais continuer les interventions qui ont été faites précédemment. C'est qu'il me semble que la question pourquoi ça résiste tant par rapport à cette réalité économique qui est là depuis longtemps, c'est parce que je crois on se heurte non pas à un compartiment de l'économie qui serait gentillé, un peu naïf et utopique, mais on se heurte à un problème de quelle est la définition de l'économie. Et là-dessus, je crois que c'est vraiment important de revenir sur l'enseignement majeur que nous a donné l'un des grands anthropologues et économistes, Karl Polanyi, c'est de dire que si on reprend tous les écrits qu'il y a eu, non seulement dans notre société, mais en intégrant des éléments d'ethnologie et d'anthropologie, on se rend compte qu'il y a deux définitions de l'économie. Il y a la définition qui domine depuis la fin du XIXe siècle, qui domine dans l'université, qui à certains égards est la seule enseignée aujourd'hui dans un certain nombre d'universités dans les départements d'économie, c'est la définition qu'il appelle formelle, c'est-à-dire celle que vous retrouvez dans tous les manuels d'économie dès la première page, c'est-à-dire l'affectation des moyens dans une situation de rareté. Et ça, c'est, disons, l'économie néoclassique depuis la fin du XIXe siècle, celle qui est enseignée partout et qui est dominante dans le monde entier. Mais il y a eu et il y a encore une autre définition de l'économie, une définition qui a été quasiment oubliée et qui réapparaît aujourd'hui. Cette définition, elle a été oubliée depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. C'est une définition qu'on peut qualifier de substantive. Et la définition de l'économie, c'est quoi l'économie selon cette définition substantive qui reprend d'ailleurs un certain nombre d'écrits historiques antérieurs, je pense à Aristote ou d'autres, c'est le fait que l'économie, c'est la définition des moyens de vivre, c'est-à-dire non pas simplement des moyens de subsistance, mais aussi du bien vivre ensemble, à travers des interactions sociales et des interactions avec l'environnement. Donc vous voyez qu'il y a deux définitions, une qui considère que l'économie obéit à ses propres lois, et donc développe des modèles mathématiques et logico-mathématiques pour appréhender l'économie, l'autre qui situe l'économie dans des rapports forcés, obligés et nécessaires avec la société, avec la biosphère. Et je crois qu'on est vraiment à un moment charnière aujourd'hui, au sens où alors que l'économie formelle dominait depuis un siècle, au moment où on entre dans un nouveau siècle, 21e siècle, réapparaît justement la définition substantive. Parce que vous l'avez remarqué, cette définition substantive qu'on avait oubliée, c'est exactement d'une certaine façon la définition du développement durable. C'est-à-dire que le développement durable, selon le rapport Brundtland, c'est quoi? C'est un développement qui est une façon de réinscrire l'économie dans la diminution des inégalités sociales, donc interaction sociale, diminution des inégalités, et en même temps dans le respect de l'environnement dans lequel se déroule l'économie, c'est-à-dire solidarité horizontale entre ceux qui vivent en ce moment notre génération, solidarité verticale entre les générations. Donc je crois qu'on pourrait considérer qu'aujourd'hui, on a vraiment à nouveau un débat sur deux définitions de l'économie. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, puisque moi je me situe dans l'université, dans la recherche, ça cogne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment deux courants aujourd'hui au niveau de l'enseignement de l'économie. Un courant qui radicalise l'économie orthodoxe
et dont les étudiants en ont assez. Il y a eu différents mouvements dans différentes universités en France, en Angleterre, qui en ont assez d'étudier une économie qui n'a rien à voir avec la réalité, et des tentatives de retrouver un enseignement de l'économie, une façon d'appréhender l'économie qui soit vraiment en liaison avec les finalités sociales et environnementales. Et donc ça a quoi comme implication pour nous? La première implication, me semble-t-il, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'un côté dans des collectivités publiques le service développement durable et à côté le service plus petit économie sociale et solidaire sans lien. Parce que justement, l'économie sociale et solidaire, ça ne prend sens et ça n'a connu une réactualisation et un regain depuis quelques décennies que parce que justement, c'est une manière de faire du développement durable en mettant en avant les finalités sociales et environnementales. Et il n'y a pas d'un côté le débat sur la responsabilité sociale de l'entreprise, de l'autre le débat sur le développement durable, et puis un petit coin où se déroulerait le débat sur l'économie sociale et solidaire. Tout ça, c'est le même enjeu, c'est des différentes façons de prendre le même enjeu. Par exemple, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a différentes formes de responsabilité sociale en économie, et ce qui peut être intéressant aujourd'hui sur les territoires, c'est de mettre en perspective, de comparer, d'évaluer ce que font les entreprises qui disent être responsables socialement et environnementalement et ce que fait l'économie sociale et solidaire. Parce que ce sont bien des modèles économiques qui sont aujourd'hui en tension, mais qui peuvent être aussi en dialogue. Et je crois que ce qu'il faut bien voir, c'est pourquoi c'est si difficile encore sur l'économie sociale et solidaire, parce que cette économie, ça fait plus d'un siècle qu'elle a été invisibilisée. C'est-à-dire que la manière dont on étudie l'économie, la manière dont on appréhende l'économie, celle qui est passée dans toutes nos têtes, c'est de dire que la seule économie qui produit des richesses, c'est l'économie marchande. Or, ceci est une conception empiriquement et théoriquement fausse. C'est-à-dire que, comme l'ont montré un certain nombre de recherches depuis fort longtemps, l'économie marchande elle-même ne peut pas fonctionner sans des infrastructures sociales, sans tout un ensemble d'investissements de la collectivité. Et donc l'économie non marchande, l'économie sociale et solidaire, ce ne sont pas des économies parasitaires qui coûteraient cher et qui devraient être basées sur un profit qui se fait ailleurs dans l'économie marchande. Ce sont des trois économies, l'économie marchande, l'économie publique et l'économie sociale et solidaire, trois économies en interaction, chacune est productrice de richesse, comme ça a été dit précédemment. Et en particulier, si on réétudie l'histoire de nos sociétés européennes, on se rend compte que l'action publique et l'économie sociale et solidaire se sont toujours définies en interdépendance. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des instrumentalisations et qu'il n'y en a pas encore aujourd'hui, mais il y a un rapport particulier entre l'action publique et l'action associative ou l'action coopérative et mutualiste. On sait par exemple que s'il n'y avait pas eu des sociétés de secours mutuels au XIXe siècle, on n'aurait jamais connu ensuite les systèmes généralisés de sécurité sociale. Donc il y a vraiment non pas la nécessité, et ça revient à la question qui était posée, l'important, ce n'est pas que le commerce équitable représente 0,1% au lieu de 0,01%, c'est qu'aujourd'hui, il questionne la manière dont fonctionne le commerce international et qu'il rende public des questions qui auparavant étaient invisibles. Et je crois que c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une représentation comme on l'a eu depuis un certain nombre de décennies, là encore, selon laquelle il suffirait de faire réussir des entreprises. Il faut que ce mouvement est aussi une force d'expression dans l'espace public, une force d'expression pour défendre un autre modèle économique, et ça ne se fera pas tout seul, parce qu'il y a effectivement des résistances qui sont très fortes par rapport à ça. Donc je crois qu'il faut remettre en perspective un peu cette question-là dans le sens qui a déjà été indiqué lors de cette table ronde et qui avait été soulevé lors de la table ronde précédente, ce qui veut dire quoi, et là je me situerai un peu dans ma paroisse qui est celle de l'Université de la Recherche, retrouver une histoire qu'on a perdue. Et on a perdu toute l'histoire de l'économie sociale et solidaire parce que ça a été renvoyé à quelques utopistes sympas mais naïfs, comme je le disais tout à l'heure, du début du XIXe siècle. En fait, quand on revisite cette histoire, c'est complètement différent. C'est l'ensemble des pratiques ouvrières et paysannes, par exemple, de l'associationnisme du XIXe siècle, qui ont été méprisées, dont on a détourné l'enseignement, dont on a même interdit que les traces soient disponibles. Et donc, je pense qu'il y a un travail d'édition auquel on essaie de participer pour retrouver cette mémoire écrite. Et ceci... Ce qui est fabuleux à constater, c'est que cette